bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler d'éducation. Et pour en parler avec moi, j'ai la présidente de la commission scolaire du Pays des Bleuets ainsi que son directeur général, soit Mme Brigitte Gagné et M. Sylvain Ouellet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Oui. Très bien. Oui. Donc, on est à une période de rentrée scolaire, si on veut. Là, c'est passé. Là. Je pense que les dernières semaines ont été intenses pour vous dans les écoles. Maintenant, on va parler d'éducation. La commission scolaire, c'est important. On sait qu'il y a on sort d'une campagne électorale, il y a des partis politiques qui disaient on n'est pas sûr, ce qu'on fait avec les taxes scolaires, est-ce qu'on enlève ça des commissions scolaires? Qu'est-ce que ça fait une commission scolaire foncièrement? Là? Une commission scolaire, c'est premièrement, dans notre comté, c'est l'organisation qui emploie le plus de personnes. Fait que ça, c'est important. Si on forme toute notre relève, tout le secteur jeune, les écoles primaires, secondaires, ça fait partie de la commission scolaire. Il y a tout le volet éducation des adultes. Il y a la formation professionnelle, il y a le service aux entreprises. On touche tout un volet de la formation. Puis je pense qu'on est un organisme qui est très important dans le milieu parce qu'on dessert tout le comté Robert-Val. Mais est-ce que vous faites, entre autres, parce que là, quand vous me parlez, pardon, du CFP et tout ça, je comprends, mais ça, c'est des institutions qui fonctionnent par eux-mêmes, et vous chapeautez tout ça, vous organisez, en fait, l'ensemble des écoles ensemble pour les services, le transport? Exactement. La commission scolaire a le mandat de coordonner les services aux établissements. Donc, pour ce qui est, c'est la relation avec le ministère de l'Éducation. Okay. Les écoles n'ont pas de statut juridique. C'est la commission scolaire qui a un statut juridique. Donc, et les écoles sont des établissements qui sont établis sur le territoire. Puis la commission scolaire doit fournir les services éducatifs en premier lieu. Oui. Donc, les enseignants, les professionnels, les techniciens, l'encadrement, les directions et tout ça. Elle doit fournir aussi tout ce qui est de ressources financières aux écoles. Elle doit fournir aussi toutes les ressources matérielles qu'ils ont besoin. Et entre autres, vous l'avez dit, le transport scolaire, qui est sous la responsabilité de la commission scolaire. Le transport scolaire, là, c'est au-delà de 7500 km quotidiennement surtout que l'on fait sur le territoire. Un grand territoire. Qui a un énorme territoire. C'est 57 000 km² de territoire, mais maintenant, sur beaucoup, un nombre 28 à 30, là, si on compte les centres, 28-30 établissements qu'il faut desservir. Donc, sur tous les aspects de ressources matérielles, ressources financières, ressources éducatives et l'encadrement aussi des 1200 quelques membres du personnel. Puis comment on pourrait caractériser la commission scolaire du Pays des Bleuets? Quel portrait on peut en faire, la commission scolaire? Bien, la commission scolaire, c'est 25 écoles primaires. On a 5 écoles secondaires, on a un centre de formation professionnelle, on a 4 points de service en formation, en éducation des adultes. On dessert aussi la communauté de Masteyage, fait que on a quand même un grand éventail là, de petites localités où le maintien de ces petites écoles-là, parce qu'on a quand même plusieurs qui sont inférieurs à 50 élèves par école. C'est tellement important. Ça, c'est une organisation. L'organisation scolaire, c'est un gros travail qui est fait justement là, par les services éducatifs, direction générale, le transport scolaire pour partir de janvier pour pouvoir préparer l'année suivante. Oui, puis c'est important, ces petites écoles-là, c'est l'occupation du territoire, c'est ce qui fait qu'un village ne sera pas dévitalisé, ça passe beaucoup par l'école. Est-ce que je me trompe? Oui, puis je pense que quand on peut laisser nos jeunes le plus près de leur milieu, notre volonté, parce que toutes les études mentionnent que le GIRTO est important. On a vu que le gouvernement a mis beaucoup de mesures pour partir du bon pied. Ça fait que je pense que ces éléments-là sont importants. Puis laisser les jeunes plus près de leur localité, bien, je pense que ça rassure, c'est de partir du bon pied. Puis les parents, bien, ils ont un meilleur suivi. Puis la réussite scolaire s'ensuit par la suite. Là. Ça fait que c'est un peu tout ce volet-là. Puis c'est important de mentionner que le financement, il faut qu'il vienne avec les petites écoles parce que naturellement, ça ne serait pas possible. Parce que sinon, on ferait tout. Si on pouvait tout faire, on le ferait, mais il faut... Ce qui pose le défi du territoire, puis des petites localités très peu peuplées, on va le dire comme ça, ça pose le défi d'organisation scolaire.
d'avoir une clientèle suffisante pour installer les services puis installer les classes. La population en général comprend bien que quand il y a des élèves, il y a une classe ou il y a des classes. Quand on se retrouve dans des milieux urbains, la difficulté est différente que si on se retrouve en milieu rural. Les distances de marche, le transport, le nombre suffisant d'élèves aussi nous amènent à faire des organisations différentes d'un milieu à l'autre. Donc, ce qu'on retrouve dans les milieux urbains, bien, on le retrouve moins dans les milieux ruraux et vice-versa. Donc, c'est des stratégies d'organisation pour maintenir les écoles le plus longtemps ouvertes. Fait que vous, durant l'été, vous regardez le portrait, puis là, c'est un véritable casse-tête d'organisation. Bien, l'été, je dois vous avouer qu'on achève, là, présentement, au niveau administratif, on achève la mise en place de l'année scolaire 18-19. OK. Et on est en train déjà là de réévaluer ce qui va se passer pour janvier à partir des dates d'inscription, des inscriptions de maternelle, des inscriptions des élèves au premier cycle, au deuxième, au troisième du primaire, au secondaire, les options. Tout ça va redémarrer à partir de janvier pour aboutir là, avec une organisation scolaire 19-20 aux alentours de la fin avril. OK, quand même. Parce qu'il y a tous des processus d'affectation du personnel qui découlent de la clientèle qui est présente dans les écoles. Donc, tous les plans d'effectifs que le Conseil des commissaires vote viennent des besoins qui sont émis par les établissements. Oui. Puis, à quelque part, les établissements ne peuvent pas commencer à travailler s'ils ne savent pas combien de ressources, combien d'enseignants, combien d'élèves ils vont avoir. Donc, exactement. C'est un processus qui maintenant est continuel. Il n'y a plus vraiment de période où on s'arrête. Dès que l'année scolaire est... On parle du 15 octobre, là, où on fixe l'année scolaire présente. On est déjà en prospective pour une autre année. Tout qu'un travail. Quand on parle d'éducation, on parle de réussite. On veut la réussite scolaire de nos enseignants. Ça ressemble à quoi, en fait, le taux de diplomation dans la commission scolaire du Pays des Bleus-Verts? Au niveau avant de parler de taux de diplomation, il faudrait peut-être préciser au niveau de notre commission scolaire, parce qu'on a des milieux défavorisés, qui est quand même assez important chez nous. Puis au niveau de la région, on est quand même assez... c'est nous autres qui chapeautent... au niveau des écoles secondaires, là, on détient plus de la moitié des élèves en milieu défavorisé sur notre territoire. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en plus, on s'ajoute à ça tous nos élèves qui sont handicapés, en difficulté d'apprentissage et d'adaptation, puis les élèves à risque. On a au niveau de notre commission scolaire, c'est au-dessus de 800 élèves qui ont des besoins particuliers. Ça fait que ça, c'est à tenir compte au niveau là, de l'organisation scolaire, des services à mettre là-dedans. Fait qu'on a quand même une bonne... on a beaucoup de clientèle, notre milieu, au niveau régional, là, qui nous, on appartient. Puis il faut tenir compte de ces facteurs-là aussi. Du politique aussi, j'imagine qu'eux, s'ils décident de couper, là, c'est vous qui trouvez que le problème de savoir comment on donne les ressources, à qui on peut donner des aides pédagogiques, etc. Oui, là? C'est une tâche, ça, qui est fait en collaboration. C'est une tâche de collaboration avec les directions des établissements, le conseil des commissaires, la direction générale, les services éducatifs. Donc, il y a toute une opération avant de distribuer les services puis de répondre. La direction doit émettre ses besoins à la commission scolaire. Okay. Il y a toute une procédure administrative et légale. Et une fois à partir de une fois qu'on a émis ces besoins-là, on voit comment on peut les combler. Donc, soit par l'enseignement, donc des enseignants. 2, le soutien à l'enseignement. Donc, tout ce qu'on appelle les techniciens d'éducation spécialisée, techniciens en travail social et les professionnels qui viennent soutenir le travail de l'enseignant. Donc, tout ça, c'est fait dans un autre chapitre. Donc, les milieux défavorisés, il ne faut pas non plus c'est un facteur de risque. Ce n'est pas un préalable à l'échec scolaire, être en milieu défavorisé. Non, puis au contraire, l'école va nous permettre mais il faut les soutenir. Donc, oui, c'est ça. Il faut soutenir les milieux et on reçoit des mesures spécifiques. La commission scolaire reçoit des mesures spécifiques pour ces milieux défavorisés qui sont ramenés dans les écoles. Et c'est les équipes écoles avec la direction, les équipes écoles qui
investissent ou qui organisent les services pour soutenir la défavorisation, qui peut avoir des effets, qui a des effets sur le parcours scolaire. Parce que là, c'est mais on parle de quelqu'un qui part plus jeune avec plus de difficultés, si on lui donne les moyens de partir on parle du de même pied que les facteurs de risque. Facteurs qui peuvent Ouais. nuire à la réussite. Fait que nous, ben, quand on agit tôt, on prend ces jeunes-là tôt. C'est des jeunes qui sont aussi bons, mais on leur donne cette chance-là qu'ils n'ont pas eu dans le milieu défavorisé pour justement les amener vers la réussite. Donner les mêmes conditions c'est ça. que les autres. C'est ça, une question. Et même plus. Et même plus, puisque ce qui fait que, oui, il y a une bonne partie de nos écoles qui reçoivent par la commission scolaire puis par le ministère des mesures spécifiques pour contrer la défavorisation. Puis c'est une défavorisation qui n'est pas seulement économique, mais qui est aussi sociale. Donc, qui est culturelle. Oui. Donc, Mme Gagné l'a dit, agir tôt sur l'apprentissage de la lecture, sur la résolution de problèmes, sur la détection des problèmes aussi, là, la détection des difficultés de certains élèves. Donc, ça fait partie de la stratégie, entre autres, qu'on appelle agir autrement. Donc, on veut que nos enfants soient c'est les citoyens de demain, donc on veut leur donner les chances de pouvoir se développer. Quant au taux de diplomation, il faut savoir que c'est un taux qui est établi après 7 ans. Okay. Donc, le ministère établit les taux de diplomation après 7 ans de parcours secondaire. Donc, l'élève qui rentre à 12 ans en première secondaire, le taux de diplomation il est établi pour une cohorte après 7 années. Okay. Alors, c'est comme ça que le ministère nous fait part des taux de diplomation. Le nôtre, ici à la commission scolaire des Bleuets, là, en 2015, donc pour la cohorte qui a terminé en 2015 après 7 années, était de 74,6 % de gens qui obtiennent une diplomation ou une certification. Donc, et ça, pour vous, est-ce que c'est... Là, moi, je ne connais pas les chiffres. Est-ce que c'est bon, 75 disons que ça a déjà été meilleur dans la commission scolaire. Ça a déjà été meilleur. On a déjà été en 2012 à 78. Nous, on l'a interprété comme possiblement une dégradation du tissu social-économique des deux MRC, entre autres fermeture d'usines, difficultés économiques et tout ça. Il y a eu des coupes aussi dans l'éducation, ça n'a pas dû vous aider. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Maintenant, dans l'interprétation qu'on en fait par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est à peu près à 1,4 points, 76,8. On n'est quand même pas un écart énorme. Compte tenu du facteur de risque que nous avons, c'est quand même excellent. Par contre, si on compare avec l'objectif du ministère qui vise 85 % de taux de diplomation en 2030, ben, on a du travail à faire. Ouais. On a du travail à faire. En même temps, l'objectif est clair. Mais en même temps, l'objectif est clair, mais ce n'est pas un objectif absolu. Il ne faut pas voir ça comme une course aux chiffres. C'est qu'on se donne une cible, mais on met les mesures pour atteindre la cible. Si on n'atteint pas la cible, il faudra l'expliquer. Et si on atteint la cible, il faudra aussi l'expliquer pourquoi. Ouais. Comment vous avez réussi à faire ça? Donc, vous devez innover, tout le temps innover, en fait, pour essayer de trouver une nouvelle manière pédagogiquement de faire avancer ces élèves-là. C'est un beau défi. Je veux parler de la pénurie des enseignants, parce que là, je sais que vous êtes en organisation, début d'année scolaire, excusez, c'est ma déformation comme prof de cégep. On le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on entend parler, là, on a entendu parler beaucoup dans la campagne électorale, mais c'est criant au niveau de la commission scolaire. Pénurie d'enseignants, mais pas juste d'enseignants. C'est quoi le portrait que vous en faites, puis quelles solutions vous allez utiliser pour, en fait, tenter de régler le problème? D'autres, c'est sûr que si je parle au niveau politique, au niveau de la fédération, ça fait quand même, eux autres, ils sont très près du ministère de l'Éducation. Il y a différents comités, différentes tables où qui siègent. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, on parle toujours, on va... les maisons d'enseignement à l'université, on va en accueillir plus. Puis je pense que le problème est peut-être un peu différent quand on regarde sur cette année, au moins 25 % des enseignants qui abandonnent cette formation-là pour diverses raisons. Donc là, il faut se questionner sur ce 25 % avant de revoir le programme, de faire des ajustements. Fait que je pense que les enseignants qui sont déjà, qui ont quitté, il faut s'asseoir. Je pense qu'il y a une question de mentorat. Les jeunes arrivent, puis souvent, il
pas de suivi, la formation continue. Ils se rendent souvent avec des charges de travail qui sont importantes. Il y a aussi tout le volet là, des conditions de travail là, qui peut aller au niveau de la permanence, ces choses-là avec les échelles. Oui, là. oui. Je sais qu'il y a quand même un gros volet. Ça fait que c'est sûr que nous, c'est important. Nous, je pense que on est encore capable d'avoir un professeur devant chaque classe, là, ce qui n'est pas le cas à Montréal ou dans d'autres régions. Je sais qu'encore dernièrement, c'était de suppléant en suppléant, puis il n'y avait pas de prof fixe dans Il nous reste quand même certains postes cruciaux, entre autres chez des spécialistes en anglais, par exemple. Okay. Là où on a vraiment une pénurie, on est en manque. En musique, des spécialités comme ça. L'an passé, à l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a eu 32 finissantes au pré-prix, ce qu'on appelle le programme préscolaire primaire. Ouais. C'était dans la centaine, il y a 10 ans. Ben oui, oui. Donc, il y a eu un effet. Je pense que les coupures, ce qu'on dit du milieu de l'éducation oui, c'est un milieu qui n'est pas très valorisé par monsieur et madame tout le monde. Voilà. Puis, c'est une tâche aussi, c'est une fonction qui s'est beaucoup complexifiée avec le temps. Oui, j'en témoigne. Je disais à des gens, avant une classe, c'était 25 élèves. Aujourd'hui, c'est 25 fois un élève. Donc, toute l'adaptation que l'enseignant doit faire, l'intégration des élèves en difficulté, la famille n'est plus ce qu'elle était. Donc, ça devient une tâche très complexe aussi. Ouais. Et Mme Gagné le dit, ça a des effets sur l'abandon de certaines personnes dans le métier, parce que c'est 25 % qui quittent avant 5 ans, avant la 5e année de leur intégration sur le marché du travail. Donc, on a des programmes de soutien à l'interne. Par contre, on sait pertinemment bien qu'il va falloir aller plus loin au niveau du développement professionnel, du soutien, de l'accompagnement. Si on veut, ne serait-ce que recruter, c'est une chose, mais conserver puis garder les ressources, bien, oui, c'est la rétention là, qui est difficile, puis je pense que c'est provincial. C'est tout le monde. Oui, c'est difficile. Puis c'est ça, nous, ben, on n'est pas les seules commissions scolaires, on intègre beaucoup. Ça demande on a des jeunes en difficulté qui sont intégrés. Ça fait que pour l'enseignante, ben, c'est plus difficile. Donc, elle a besoin de soutien, que ce soit des professionnels, des techniciens. Ben, c'est un petit peu ces besoins-là avec les mesures qui sont données. Mais avec les coupures, ben, ça n'a vraiment pas été pas facile d'avoir de l'accompagnement, du soutien par rapport à ça. L'enseignement de base, là, des fois, on oublie ça. On pense aux ressources, on pense à l'immobilier, etc. Mais des fois, juste là, dans la classe en tant que telle, sur la pédagogie, il y a du travail à faire aussi. En tout cas, moi, je constate ça. Oui. À tout point de vue, le monde de l'éducation est en effervescence. Hein. On le sent, en tout cas, nous, à l'interne, on le sent beaucoup. Sur les pratiques pédagogiques, il y a de plus en plus d'enseignants qui expérimentent des classes, des nouvelles gestions de classes pour justement composer avec les différences dans la classe et répondre aux besoins de chaque élève. C'est un défi. Là. Oui, puis quand vous essayez quelque chose, j'imagine qu'il ne faut pas l'essayer juste une année. Si on va avoir une idée, un portrait réaliste, il faut le faire sur quelques années pour après ça avoir un... La commission scolaire, son rôle, c'est d'épauler ça de la meilleure façon qu'elle puisse le faire, entre autres par des conseillers pédagogiques, par les services éducatifs et en s'associant à des démarches de développement professionnel pour aider les enseignants à mieux composer avec les difficultés qu'on vit aujourd'hui. OK. Je vous amène ailleurs parce que vous êtes aussi responsable du centre de formation professionnelle. Moi, quand j'étais petit, on me disait « il faut que tu ailles à l'université ». Bon, c'était comme la grosse affaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, dans le sens où il y a des formations extraordinaires qui se donnent, entre autres au CFP, pour des gens qui ont le goût peut-être d'avoir un métier plus pratique, plus terrain. Je sais parce que on a travaillé, on est allé voir, on est allé filmer au CFP ici à Dolbeau. C'est une belle réussite, ça. Bien, je pense qu'au niveau du centre de formation, on a fait quand même des changements. On a regroupé nos centres pour en faire seulement une entité. Après ça, pour les jeunes, bien, c'est plus facile de se retrouver. Il y a un point de service pour s'inscrire. Fait que c'est une organisation. Puis après ça, nous, on veut travailler sur le fait aussi d'être plus
accessible. Si la formation, il y a plus de jeunes dans le secteur de Roberval, bien, la formation peut se donner là. On parle de théorique, naturellement. S'il y a des volets plus pratiques, bien là, il faut aller où que l'organisation, si c'est dans le secteur forestier, bien, c'est sûr que... exactement, ou à Forêt-École à Dolbeau, mais pour ce qui est du théorique, on veut aller vers là. Puis aussi, bien, tantôt, on a parlé qu'on avait beaucoup de... On était à 75 %. Ça fait que si on veut augmenter de ce taux-là, mais on a mis... Puis M. Ouellet a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, sur travailler différents programmes, donner accès à la formation professionnelle plus rapidement, comme si on parle de la concomitance ou un modèle dual. C'est quoi ça? Là? Moi, je pars de bon, zéro. On va laisser M. Ouellet, c'est son dossier qui nous en est, puis je trouvais ça intéressant. On a dit on y va. Bon, ben, comme Mme Gagné vient de l'expliquer, il y avait 2 centres de formation professionnelle avec 2 entités. Là, il y en a maintenant 1. Il y a toujours les 2 endroits, Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini. Sauf que maintenant, c'est sous une seule direction et un seul conseil d'établissement. Pour favoriser les échanges entre les 2 centres, puis favoriser aussi, comme Mme Gagné l'a expliqué, le partage d'expertise et de compétences. L'accès dans le centre, on a l'accès, puis l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, ce qu'on appelle un DEP, fait partie de notre 76,4 %. Il y a 2 diplômes qu'on donne au Québec. Le diplôme à l'étape avant le post-secondaire, le diplôme d'études secondaires, le DES, et le diplôme d'études professionnelles. Ici, on offre quand même des métiers. Vous avez parlé tantôt de pénurie pour les enseignants. Bien, il faut savoir que la plus grande pénurie au Québec actuellement, c'est pour des métiers de ce type-là. Soudeur, monteur, mécanicien diesel. Je sais qu'en forêt, on a vécu une période un peu, mais là, on vit quand même une pénurie de main-d'œuvre aussi en forêt. Mais ça prend de la main-d'œuvre spécialisée. C'est pas n'importe qui, là. Pas parce que j'ai travaillé dans le bois que je peux enseigner comment travailler dans le bois. Non, aujourd'hui, là, avec les technologies avec lesquelles les gens sont confrontés, puis les exigences du marché du travail, les exigences aussi la sécurité, les codes de bâtiment, les codes de sécurité, ça prend une formation spécialisée. Donc, on offre plusieurs formations, entre autres, mais plusieurs formules. Ce qu'on a développé depuis 2 ans, puisque l'équipe de direction de l'équipe des enseignants du centre de formation professionnelle développe, c'est des approches pour attirer, être attractif, mais aussi tenir compte du profil d'apprentissage des gens. Donc, exemple, pour la reconnaissance des acquis et des compétences, on peut avoir été journalier dans une usine où on faisait du soudage. J'ai appris à souder par moi-même. Donc, je peux référer au centre pour faire évaluer mes compétences, puis après ça, faire reconnaître certaines compétences et non pas tout faire le cours au complet. Pas partir à zéro, mais voilà. ça de où tu si j'ai une expérience de travail quelconque, je peux les faire évaluer, les faire reconnaître, et c'est reconnu par le ministère de l'Éducation. Il y a tout un processus. Ensuite, il y a la formation, on a instauré aussi des formations individualisées, ce qu'on appelle en entrée continue et en sortie variable. Donc, avant, on disait, le cours débute à telle date. Maintenant, il y a des cours comme en soudage, en mécanique automobile, en coiffure, en comptabilité. On peut rentrer n'importe quand. Puis on sort quand on a terminé. Et c'est une approche individualisée de l'enseignement. Donc ça a demandé énormément de travail de la part des enseignants parce que vous pouvez imaginer toute la planification, l'organisation de l'atelier qui change complètement. Mais les gens l'ont fait et on a quand même un certain succès. En soudage-montage, il y a eu un projet très intéressant dans le passé. C'est ce qu'on appelle le modèle dual. Donc on s'est associé avec une 12aine d'entreprises du milieu en soudage-montage et plus de 45 % de leur formation se passe en usine, en collaboration avec... Qui gagnent de l'expérience. C'est ça. En plus, ils sont payés pour apprendre. En plus, les élèves sont rémunérés grâce à un soutien d'Emploi Québec. Il y a toute une alliance qui s'est faite, CFP, les entreprises, Service Québec,
qui permettent de rémunérer l'élève dans son moment d'apprentissage. Souvent, le jeune, il vient pour vouloir s'inscrire, mais là, une formation de 9 mois sans rémunération, sans soutien financier, bien, il ne peut pas. Ça fait qu'avec cette formule-là, bien, ça permet de donner aussi, accès à cette formation-là. Pour parler de soutien financier, il faut savoir que la formation professionnelle est admissible aux prêts et bourses, au programme de prêts et bourses du Québec. Là. Comme un étudiant qui va au cégep ou à l'université. Il y a aussi droit à ces programmes-là en formation professionnelle. Et depuis 2 ans, il y a ce qu'on appelle la concomitance, c'est-à-dire que ça permet à un élève qui a au moins 15 ans et qui veut faire un métier de la formation professionnelle, de continuer ses apprentissages secondaires, mais de débuter tout de suite son métier en formation professionnelle. Donc, il gagne du temps, il va être plus rapidement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il complète son secondaire. Il complète son secondaire, puis éventuellement, il pourra aller chercher peut-être un DEP, puis éventuellement, il y a des élèves qui vont chercher un autre diplôme, le DES en même temps. Et ça, c'est accessible à partir de nos écoles secondaires et aussi à partir de la formation générale des adultes. Parce que ça c'est intéressant parce qu'on ne l'a peut-être pas mentionné tantôt, parce que le décrochage est surtout associé à nos garçons, à majorité. Ça fait qu'on a dit, bien, peut-être que dans certains métiers qu'on a mis pour avoir accès à la concomitante, bien, ces jeunes-là, si ils commencent déjà à avoir un métier, bien, il va peut-être rester accroché au niveau scolaire puis finir par avoir une diplomation. L'an dernier, il y a une vingtaine d'élèves qui ont participé à ce programme-là. OK. Allez, on est déjà sur la fin de l'émission. Ça va vite, hein? Je veux, avant de vous laisser, rapidement, là, on sait qu'on a un nouveau gouvernement, qu'on repart pour un nouveau mandat. Sans rentrer dans le politique, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la commission scolaire ou les écoles du Québec? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gouvernements... Comment on pourrait vous aider au niveau politique? Moi, je pense que tous les problèmes sociaux qu'une société peut avoir, que ce soit la pauvreté, que ce soit la criminalité, que ce soit la santé, passe par l'éducation. Je souhaite juste qu'un gouvernement, un jour, réalise que c'est la porte d'entrée de bien des solutions à des problèmes. Je suis parfaitement d'accord. C'est sur l'éducation. Sur le racisme, sur la tolérance, exactement. sur l'esprit. L'éducation, c'est ce qui donne l'essor à une région. Tu sais, c'est l'avenir. Puis il faut que l'éducation soit le premier plan. Une population qui est éduquée, ben, je pense que c'est la clé de toute la réussite. Merci à vous. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et Merci. Bonne semaine.